شكرا السيد الرئيس. أنا شاكر لكم هذه الاستضافة وإعادة اللحمة من جديد المركز الذي عملت به منذ سنوات. وكما بطبيعة الحال ما جاء في التقديم، ما دام أن التقسيم فرنسي عربي فتم الاختيار على أنني أقدم الداخل ديالي باللغة الفرنسية. الموضوع la transparence, le contrôle, la reddition des comptes, la responsabilité dans le contexte d'une bonne gouvernance pour le développement social. Comme vous pouvez le constater, c'est un long titre, mais bien sûr je l'ai fait en tenant compte des paramètres. Le premier paramètre, c'est le développement social. C'est une université pour le développement social. Le deuxième paramètre, c'est bien sûr la reddition des comptes, la transparence, la reddition des comptes et la responsabilité, bien sûr, sur lesquelles je travaille et j'ai des recherches. Donc les deux dimensions, la dimension théorique et la dimension pratique. Donc j'ai bien sûr utilisé mon intervention de partie. Donc la première partie, un survol de la gouvernance et du processus de développement social, quelques enseignements comparés, un troisième critère ou une troisième dimension dans mon intervention qui constitue le background méthodologique, c'est bien sûr cette vision comparée. Donc c'est aussi, elle est présente dans ce background méthodologique. Donc les enseignements comparés concernant la gouvernance et le processus du développement social. Auparavant, je dois dire en introduction que, bien sûr, la bonne gouvernance est devenue presque une nécessité pour le développement. C'est un constat maintenant qui est internationalement reconnu, du moins au niveau des Nations Unies. Au niveau des Nations Unies et des littératures internationales, des institutions financières internationales. Pourquoi la bonne gouvernance est nécessaire? Donc parce qu'il y a bien sûr ce constat que les gens disent, surtout les gens démunis, les gens dépourvus, les gens pauvres, disent qu'il y a une citation célèbre, on a de confiance, on a d'espoir comme Dieu, qu'Allah, le gouvernement, n'est pas intéressé par cela, donc par ce souci de développement social. Donc c'est d'où bien sûr cette nécessité de bonne gouvernance pour le développement social. Bien sûr, elle est nécessaire pour l'éradication de la pauvreté, pour bien sûr l'intégration des couches démunies, et bien sûr aussi en général pour le développement d'une manière générale. Bien sûr, la bonne gouvernance, c'est un terme complexe. C'est un terme complexe et touche virtuellement, la bonne gouvernance touche virtuellement tous les aspects de l'action publique. Tous les aspects de l'action publique. Elle touche l'organisation politique, c'est-à-dire les institutions qui assoient les règles du jeu politique et économique. Elle touche l'action administrative, le management, l'organisation administrative, le management, la gestion des affaires publiques dans le sens technico-administratif, et bien sûr, elle touche les ressources humaines qui constituent bien sûr l'interface entre la bureaucratie et les citoyens. Elle inclut plusieurs facteurs sensibles bien sûr, l'organisation politique, la représentation des intérêts, et bien sûr le volet social. Elle interpelle des questions cruciales. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on le doit faire? Et à quel coût? Donc, ça c'est à titre d'introduction. Maintenant, je vais passer à la première partie. La gouvernance et le processus du développement social.
social, les enseignements comparés. Les enseignements comparés, donc les engagements du gouvernement au niveau de la bonne gouvernance. Les engagements du gouvernement, bien sûr, à partir de l'expérience des années 90 et le début de la première décennie du XXIe siècle. Bien sûr, les grands objectifs prioritaires, vous pouvez déjà le dégager à partir du fameux rapport, par exemple, marocain de la Banque mondiale de 1995. Donc, la réforme de la justice, la réforme de l'administration publique et la réforme, bien sûr, de l'enseignement. Donc, c'est le volet social. Si on prend par exemple la réforme de la justice, il y a 3 points intéressants dans l'expérience comparée, bien sûr. On a vu que, bien sûr, il y avait les 3 points. La justice, c'est-à-dire une justice indépendante, une justice plus renforcée par notamment des ressources financières et des ressources humaines, et une justice accessible aux citoyens. Mais la question, où sont les pauvres dans cette démarche de la réforme de la justice? C'est bien sûr un objectif général qui touche tous les citoyens d'une manière générale. Donc il n'a pas été ciblé, bien sûr, vers les pauvres, les couches démunies. Par exemple, voilà un exemple de la réforme de la justice. La réforme de l'administration publique, aussi, bien sûr, la réforme de l'administration publique, elle touche, par exemple, comme la réforme de la justice, elle est restée un objectif général. Un objectif général, bien sûr, la réforme de l'administration, comme vous le savez, une administration basée sur le mérite, des ressources humaines plus, bien sûr, amènent des ressources humaines, bien sûr, gérées d'une manière optimale, révision, bien sûr, des salaires et tout, mais bien sûr, comme la réforme de la justice, la réforme de l'administration publique, restait justement dans le sens de la gouvernance, un objectif général. Troisième point, la réforme de la dépense publique également, elle touchait les 2 fameux T, la transparence du processus budgétaire, l'évaluation du budget, suivi du budget, évaluation du budget. On a vu plusieurs exemples, bien sûr, je ne peux pas détailler, on a la limite du temps. Donc la transparence du processus budgétaire et la transparence de la dépense publique. La dépense publique, la gestion de la dépense publique et notamment la commande publique. La commande publique, les marchés publics, on a vu bien sûr des réformes touchant bien sûr les marchés publics. Donc, comme la réforme de la justice, la réforme de l'administration publique, la réforme de la dépense publique également ne touchait pas les pauvres, les couches démunies, ça restait un objectif général. Idem pour la décentralisation. Même la décentralisation, bien sûr, il y avait des mesures de décentralisation comme étant un volet de la bonne gouvernance, mais la décentralisation pouvait tourner, s'il n'y avait pas des mesures accompagnatrices, à même enfoncer le clou et le fossé entre les riches et les pauvres, les régions riches et les régions pauvres. Pour la lutte contre la corruption, également, la lutte contre la corruption, on peut lutter contre la corruption, bien sûr, en optant pour des mesures de transparence, de responsabilité de reddition des comptes, et en ouvrant le service public aux citoyens. Mais ceux qui n'ont même pas de ces services n'auront pas, bien sûr, à sentir cette lutte contre la corruption. Une région qui n'a même pas de service, on ne peut pas sentir cette lutte contre la corruption. Moi, j'ai une petite expérience avec un ami, un Américain, un académicien américain, Barney Tobin, c'est le spécialiste numéro 1 de l'Afghanistan en Amérique. Il m'a dit dernièrement un échange concernant la Constitution, la réforme au Maroc. Il m'a dit, vous avez fait beaucoup de choses au niveau de la gouvernance des services publics. Et c'était un grand vide au niveau de la constitution afghane, parce que lui, il a participé à la constitution afghane. Il avait dit qu'il y avait un grand vide au niveau de la gouvernance des services publics, au niveau de la constitution afghane. Et puis, il conclut une conclusion qui m'a bien sûr frappé, mais est-ce qu'il existe des services et des institutions en Afghanistan pour, bien sûr, appliquer cette bonne gouvernance? Donc, les points en suspens. Voilà des enseignements comparés, voilà
dans les études et la pratique, dans les études comparatives concernant les expériences comparées au niveau de la gouvernance, de la bonne gouvernance pour le développement social. Donc, bien sûr, ces études n'ont pas traité ce qu'on appelle le checks and balances entre les branches du pouvoir. Donc, là, les académiciens, le plan théorique, donc c'est intéressant. Le checks and balances entre les branches du pouvoir, c'est-à-dire on traitait la bonne gouvernance en tant que critère, paramètre au niveau technico-administratif. Voilà. Gouvernance judiciaire, gouvernance administrative, décentralisation. Mais au niveau, c'est un grand vide qui a été bien sûr observé au niveau des études critiques concernant ces enseignements, c'est qu'il y avait ce checks and balances, comment l'expliquer, en œuvre de la bonne gouvernance. Et notamment, en ce qui nous concerne en tant que spécialiste de la bonne gouvernance, de la transparence, de la révision des comptes, on ne traitait pas les rapports entre le Parlement, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, le pouvoir administratif. Cette stratégie de mise en œuvre de bonne gouvernance a été appliquée ou a été basée essentiellement sur l'action de l'exécutif. Alors, par exemple, le ministère des Finances, le Parlement, la Cour des comptes, je vais revenir dans la deuxième partie, c'est-à-dire le Parlement, qu'est-ce qu'il a à faire dans cette bonne gouvernance? Le contrôle parlementaire, le contrôle des finances publiques par le Parlement, le rapport entre le Parlement et le gouvernement concernant cette mise en œuvre de la bonne gouvernance et avec ces trois grands objectifs prioritaires, notamment la réforme de l'administration publique, la réforme de la dépense publique, la décentralisation. C'était un point de suspension. Un point en suspens. Deuxième point, le contrôle par la société civile. Bien sûr, il y avait des efforts, mais bien sûr, c'était des efforts limités. La société civile ne faisait pas vraiment, comme on le disait dans le slogan, une partie prenante. Stakeholder, une partie prenante. C'était des efforts dispersés, des efforts embryonnaires, bien sûr, notamment au niveau des collectivités locales, au niveau de la gouvernance locale. Et bien sûr, on pourrait, par exemple, avoir des recommandations de transparence, par exemple, ici et là. Mais si vous avez suivi l'émission d'hier à Bruxelles, il y a cette plainte que des lois sont légiférées d'une manière, bien sûr, qui, bien sûr, n'associe pas vraiment la société civile. Autre point dans les enseignements, les capacités et les indicateurs. Est-ce que les gouvernements avaient les moyens de leur politique ambitieuse, politique de mise en œuvre de bonne gouvernance? Surtout les pays pauvres, je dis les pays pauvres, les pays en développement, les pays, bien sûr, qui sont concernés par la gouvernance dans le cadre du processus de développement social. Moi, j'étais au Burkina Faso en 2009. Si on voit la liste des engagements et des promesses, réforme de la justice, réforme de la dépense publique, transparence du processus budgétaire, décentralisation, mais le pays est l'un des plus pauvres pays du monde. Est-ce qu'il a les moyens de cette politique? Donc on a des objectifs ambitieux, mais on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre. D'où ce dilemme capacité-indicateur. Et on n'aura pas bien sûr des indicateurs, pas des indicateurs points généraux, mais des indicateurs précis pour permettre le suivi et l'évaluation de tous les projets concernant la mise en œuvre dans toutes ces dimensions. On n'aura pas d'indicateurs précis. On aura bien sûr des chiffres généraux, on aura des indicateurs qui ont bien sûr plusieurs explications, mais on n'aura pas des indicateurs précis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de mettre
en œuvre tous les projets et tous les objectifs de la bonne gouvernance. Donc voilà un autre problème, les moyens, les politiques engagées. Donc il y a un scepticisme notamment concernant les ressources. Est-ce qu'on peut mettre en œuvre cette bonne gouvernance dans toutes ses dimensions, notamment la lutte contre la corruption, la transparence, sans perdre les ressources de la légitimité politique, par exemple, dans des pays où la démocratie est, bien sûr, n'est pas avancée, en transition. Voilà, en transition. Donc, est-ce qu'on peut vraiment mettre en œuvre tous les engagements, et mettre en œuvre tous les objectifs, par, bien sûr, des objectifs spécifiques, des indicateurs spécifiques avec un suivi d'évaluation des projets et des programmes, donc, bien sûr, sans mettre en cause les ressources de la légitimité politique qui est bien sûr faible, donc toucher des zones d'ombre et toucher bien sûr des forces, des ressources, d'où bien sûr qui constituent bien sûr une base de la légitimité politique qui n'existe pas d'ailleurs. Autre point concernant le développement social, c'est les indicateurs. Les indicateurs sociaux sont de nature difficilement identifiables. Vous prenez l'enseignement, vous prenez la santé, vous prenez bien sûr par expérience, soit au niveau de l'audit, soit au niveau de l'évaluation. Ce sont des politiques, ce sont des programmes qui bien sûr exigent une grande expertise, une expertise multidimensionnelle, par exemple au niveau de l'audit, bien sûr. On n'a pas, par exemple, chez nous, à la Cour des comptes, on n'a même pas fait aucune mission d'évaluation proprement dite. On ne fait que des audits. Par contre, on a l'évaluation des projets et programmes publics dans notre code. Pourquoi? Parce que l'évaluation, on aura besoin non seulement de financiers ou de lauréats, des architectes, mais on aura besoin de sociologues, de sociologie. Pourquoi? Parce que les indicateurs sociaux, la performance sociale, ne peut pas se fier au seul chiffre d'un auditeur ou d'un comptable. Donc, la difficulté d'identifier les indicateurs sociaux. Donc, cette première partie, donc la conclusion de cette première partie, donc bien sûr, on pourra réformer la fonction publique au niveau de l'administration, mais sans les pauvres. On pourra régionaliser, décentraliser, mais effet très minime sur les pauvres ou qui peuvent donner en effet contraire. La lutte contre la corruption aussi, elle touche tous les citoyens, mais pour les citoyens pauvres, ce n'est pas vraiment toujours évident. Le facteur temps, la principale critique concernant ces enseignements comparés, c'est que les études, la littérature, étaient bien sûr des études ahistorical, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qui, bien sûr, ne prêtent pas l'attention à l'histoire. Les pays pauvres, les pays en développement sont des pays jeunes, 30, 40, 50 ans. Donc on ne peut pas tourner, bien sûr, on ne peut pas avancer plus vite. On ne peut pas, bien sûr, transformer le Burkina Faso en Suède, comme ça. Donc c'est cet aspect de l'histoire, donc il a été, bien sûr, souligné comme, bien sûr, un élément qui n'a pas été présent dans ces études. Deuxième point, les leçons du benchmark. Les leçons du benchmark, c'est-à-dire le benchmark, hier, M. Nasser a parlé, bien sûr, dans son intervention, l'intérêt du benchmark. Dans son analyse politique, il a parlé de l'intérêt du benchmark, c'est-à-dire, lorsqu'on fait quelque chose, on doit toujours se comparer à des pays comparables. Des pays comparables, ayant des indicateurs proches, ayant des paramètres proches, ayant des capacités proches, pour bien sûr dégager ce qui a bien sûr donné ses fruits et pour éviter ce qui n'a pas donné de fruits. Deuxième autre point, la priorisation des objectifs. Puisqu'on ne peut pas appliquer tous les objectifs,
faut bien sûr faire des actions, bien sûr, en rapport avec leur pertinence, et il faut prendre en considération le facteur politique. Le facteur politique, il faut le prendre en considération. Les acteurs, bien sûr, il faut revoir, bien sûr, l'aspect acteur. Les gouvernements ne peuvent pas honorer tous les engagements de la bonne gouvernance. Ça, c'est un constat. On ne peut pas se fier au seul gouvernement, donc pour la société civile, les ONG, et l'appui des pourvoyeurs de forme, les financeurs étrangers. Et bien sûr, on a pensé à d'autres mécanismes, contractualisation. Le Maroc a bien sûr commencé à appliquer cette contractualisation au niveau de la première décennie du XXIe siècle, privatisation, délégation. Et bien sûr, il faut, bien sûr, pour conclure cette première partie, il y a nécessité d'une analyse stratégique profonde, il y a nécessité d'une analyse stratégique, d'où le rôle des think tanks, de ces universités, de ces centres. Il y a la nécessité d'une analyse stratégique de cette bonne gouvernance dans sa dimension sociale pour tirer les leçons, prioriser les objectifs, penser aux séquences temporelles et penser au pays par pays. Pays par pays, il ne faut pas généraliser. Deuxième partie, transparence, contrôle, reddition des comptes et responsabilité, dimension sociale. Donc pour la transparence, puisqu'il ne me reste que 5 minutes, donc je vais passer certains concepts, bien qu'ils sont importants. Donc je vais parler des acquis de la nouvelle constitution concernant la reddition des comptes et la comptabilité et la responsabilité. Donc les nouveaux acquis constitutionnels concernant ce point-là, donc pour moi, très important, le droit d'accès à l'information. C'est très important au niveau des services publics. Chaque citoyen a le droit à l'accès à l'information. Il peut, bien sûr, demander l'information et l'administration est obligée à répondre. Le principe de responsabilité, مبدأ التفاعلية اللي تكرس في الدستور مبدأ مهم جدا تهم المواطنين تهم مبدأ الحكم. La couverture équitable au niveau du territoire national. La couverture équitable des services publics au niveau du territoire national. Ça a été constitutionnalisé, c'est très important. L'égalité devant le service public, l'intégrité, la transparence, la responsabilité, l'initiative des citoyens au niveau des pétitions, des propositions de loi, l'interdiction sous peine de sanctions du trafic d'influence et d'abus de pouvoir, et la sacralité des fonds publics. Pour les institutions, très important. Donc, au niveau de cette constitution, donc cette critique qu'on a bien sûr relevée tout à l'heure au niveau du checks and balances entre les pouvoirs en ce qui concerne la mise en œuvre de la bonne gouvernance, cette constitution, bien sûr, elle a bien sûr pallié à ce vide, pour moi personnellement, en tant que spécialiste. Donc, elle a fait bien sûr attention à cet équilibre de pouvoir. Si on, bien sûr, étudie la nouvelle formulation de l'article 147 et 148 concernant la Cour des comptes, maintenant la Cour des comptes doit, bien sûr, travailler en interaction avec le Parlement. C'est très important. غادي يخرج لابور دي كونت خرج الرابور ديالها والناس غادي يقولوا واش مشاو للقضاء ولا لا واش مشاو للقضاء واش البرلمان داخل السوق est-ce qu'il a mis en jeu la responsabilité politique parce qu'un point est important même si on fait bien sûr si on applique tous les ingrédients les paramètres de la bonne gouvernance. Un point important, un critère très important, c'est le critère de la durabilité. Sustainability. نقدروا نجيو واحد الوقت ولكن باش نكونوا استمرار. هذا المبدأ ديال l'interaction entre la Cour des comptes et le Parlement va garantir cette durabilité. ما يبقاش غير au niveau technico-administratif
pas chez un contrôle interne au niveau du gouvernement. نجحوا في واحد المرحله نتراجعوا ولكن إذا تحرك le contrôle juridictionnel au niveau de la Cour des comptes en interaction avec le contrôle politique du Parlement, هنا يمكننا نقولوا la durabilité du processus de bonne gouvernance. Bien sûr, il y a les institutions le nouveau article, la nouvelle formulation de l'article, elle a parlé aussi du rapport avec la justice. Maintenant, la Cour des comptes, qu'elle lève le code des juridictions financières d'État ou la Constitution. La Cour des comptes doit, bien sûr, transmettre, le jargon technique, elle doit saisir maintenant les juridictions financières, les juridictions judiciaires, le ministre de la Justice, le contrôle politique, des parquets généraux au niveau des juridictions financières, au parquet généraux au niveau de l'ordre judiciaire, à la ministre de la Justice, surtout au niveau de l'indépendance de la justice qui a été bien sûr constitutionnalisée, avec la passerelle à la justice, la passerelle à le Parlement, bien sûr avec des institutions d'appui à la bonne gouvernance qui sont l'instance de lutte contre la corruption, le médiateur. Là, je suis personnellement comblé. Maintenant, la mise en œuvre, la pratique, ça, c'est une autre question. Merci.